Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui, enfin, je vous propose un nouvel épisode portrait. On va parler d'Adeline qui est maman de 4 enfants et donc à la tête, vous vous en doutez, d'un joyeux bordel. Je précise que cet épisode a été enregistré en partenariat avec Choisir ma crèche, dont nous aurons l'occasion de parler pendant l'épisode et qui est un organisme de mise en relation entre parents et crèche, justement, comme son nom l'indique. Avec Adeline, on parle du syndrome de la mère parfaite et de toutes ces ramifications qui nous étouffent et nous maintiennent dans toutes les injonctions dont on a déjà parlé dans ce podcast. Je remercie très chaleureusement Adeline de s'être prêtée à l'exercice et d'avoir raconté son histoire avec autant de vulnérabilité et autant de vérité et autant d'humour surtout. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu de l'enregistrer. Et puis sans plus tarder, place à l'épisode. Salut Adeline. Bonjour Manon. Je suis hyper contente d'être là. On est sur un setup un peu particulier parce que ça ne va pas vous apparaître à vous, nos auditeurs, nos auditrices, mais on joue pas à domicile aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer où c'est qu'on est et dans quel cadre se place l'échange d'aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Du coup, l'échange d'aujourd'hui est dans les locaux de Choisir ma crèche. Choisir ma crèche, c'est une entreprise que j'ai rejoint il y a quelques mois déjà, dans lequel je suis responsable marketing et commercial. On a à cœur chez Choisir ma crèche, notre mission principale, c'est d'aider les parents à trouver des places en crèche dans un réseau qui est privé sur le modèle inter-entreprise. Et donc, dans cette logique-là, le département marketing, on développe plusieurs supports et en particulier des supports qui viennent aider les parents sur toutes les problématiques de parentalité, dont le sommeil, chez soi, qui est un sujet à part entière, et le sommeil en crèche et dans les différents modes de garde. Ça nous tenait vraiment à cœur de développer ce format, ce podcast, cette vidéo, de pouvoir, moi, porter un témoignage qui est le mien tout personnel, avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai 4 enfants, donc je connais un tout petit peu le sujet, ou en tout cas, j'ai rencontré un certain nombre de problématiques. Tu m'étonnes. Et puis de l'autre côté, de pouvoir porter la parole aussi de quelqu'un qui fait partie de nos crèches partenaires, donc d'une directrice de crèche, qui pourra peut-être apporter un autre point de vue, ou en tout cas une manière différente de voir les choses et peut-être des réponses aux parents, aux auditeurs. Donc voilà la raison de cette rencontre, qui est déjà une belle rencontre. Et puis du coup, on est ravis de vous accueillir dans nos locaux à nous, près de Lyon. Voilà. Eh bien oui, donc des vidéos, des clips sortiront pour que vous voyez ce magnifique setup qui, je vais vous le dire en toute transparence, m'impressionne un tout petit peu par rapport à ma pratique du podcast. Mais voilà, donc précisément là, tout de suite, on va parler de ton histoire de maman en fait. Oui. De ce que tu fais aussi professionnellement et de comment les deux se répondent et résonnent. Du coup, je sais que tu as écouté un peu le podcast et que tu sais qu'il y a des petites questions un peu gimmicks. La première étant, déjà là, aujourd'hui, à froid, entre guillemets, si tu devais résumer ta parentalité à toi en 3 mots, lesquels tu choisirais ? Rafting. MMA. Galère. Non, si je devais prendre 3 mots, je dirais aventure, bonheur et challenge. Ouais. Et challenge. Et il pourrait y en avoir un paquet d'autres, mais oui, je dirais ces 3 mots-là. Ok, Ouais. ok. J'imagine que ça nous tease pour la Exactement. suite. Ok, sans plus attendre, rentrons dans ton histoire déjà. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ta famille, de l'âge qu'ont tes enfants ? On a dit qu'il y en avait 4. Oui. Raconte-nous un petit peu qui compose l'équipe dont on va parler aujourd'hui. Alors effectivement, on a 4 enfants. On a notre aînée Clotilde qui est née à Paris, qui vient à peine d'avoir 8 ans. Son anniversaire était mardi. Ah ouais. Suivi de Grégoire qui a 5 ans et demi quasiment, qui est né en 2018. Et pour le coup, on était déjà revenus à Lyon. Et on a eu ensuite 2 vraies jumelles, Margot et Aliénor, qui vont lentement mais sûrement vers leurs 3 ans, qui sont nées en juillet 2021 et donc qui sont de vraies jumelles.
nées à terme. Voilà. Donc, quand les jumelles sont nées, mon aîné avait 5 ans et 2 mois. Donc, on a eu 4 enfants en 5 ans. Et c'était top. Ouais, ça a l'air, ouais. Le pitch, en tout cas, il est C'était super. super. Non, non, c'était vraiment super. Aujourd'hui, on a 4 enfants qui ont des traits de personnalité ra- euh, qui se- qui sont très proches, très Mhm. similaires, et en même temps aussi des très grandes différences. On a eu aussi sur la gestion de la toute petite enfance et de la phase nourrisson des enfants extrêmement différents. Donc on a un peu tout vu, tout connu. Pour le coup, c'est vraiment vrai quand on dit qu'il n'y a pas une grossesse qui se ressemble, mais qu'il n'y a pas une méthode qui marche selon chaque enfant, parce qu'en vrai, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, on ne peut pas mettre en place les mêmes choses, même quand on est convaincu de sa méthode. Dans la pratique, le deuxième ou les troisième ou quatrième viennent vous expliquer que, ben non, Oui. il va falloir faire différemment. Donc, on est passé par pas mal de grandes étapes. Et puis aujourd'hui, ça commence doucement à se tasser, ou en tout cas à s'apaiser un petit peu en termes de rythme, je dirais. Ouais. Voilà, chaque âge a ses plaisirs et ses galères, mais on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Ok. Donc voilà. Bah, tu vas nous raconter. Ouais. Avec plaisir. Déjà, l'idée de la parentalité, de la maternité, pour toi, tu la dates dans ton histoire à toi, à quel moment? Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que c'est venu en rencontrant ton partenaire? Alors, je dirais que ça a évolué, c'est-à-dire que ça a toujours fait partie de moi. Le fait de devenir maman, c'était quelque chose qui était évident, qui était logique, qui était un parcours un peu classique, on va dire. Et par contre, au fur et à mesure des années, c'est devenu un souhait plus qu'un projet issu d'un modèle socio-culturel, je dirais. Parce qu'il y a vraiment la part de se dire, bon, ben, ça fait partie des grands jalons de vie, on fait des études, on trouve un job, on se marie, on a des enfants, ça c'est l'autoroute l'autoroute de l'existence. Et puis après, derrière, il y a des choses qui prennent plus ou moins de sens. Et la parentalité a peut-être mis un petit peu plus de temps à prendre du sens chez moi, jusqu'à ce que ça devienne un vrai désir. Et ça, le vrai désir, c'est arrivé relativement jeune, mais plutôt sur les coups de 25-26 ans quand même, pas avant. D'accord. Et pourtant, on s'est marié jeune, parce qu'on s'est marié à cet âge-là, j'avais 25 ans. D'accord, ok. Donc on fête nos 10 ans de mariage cette année. Eh ben Voilà. Et Donc, franchement, 10 ans de mariage après 4 enfants, ouais, c'est... respect. Ouais, de ouf, ouais. De ouf. donc voilà, on est passé, on va dire que c'est quelque chose qui s'est mûri, je dirais, qui était une évidence, mais qui est devenu une évidence doublée d'un vrai souhait profond, un peu plus tardivement. D'accord, ok. Voilà. Et tu te rappelles, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un truc où tu t'es dit, cette idée d'enfant se transforme en projet maintenant? Non, pas particulièrement. Pour le coup, je pense qu'il y a un moment, c'est venu répondre on s'est mariés, et puis bah, c'est devenu une vraie envie sans l'expliquer plus que ça, mais avec un souhait de se dire que on fondait un foyer. Il y a un vrai désir, je trouve, dans la parentalité chez moi qui est fort de transmission, un souhait de transmettre pas mon sang ou mon génome, hein, mais plus de transmettre une histoire, de transmettre un nom de famille, de transmettre des valeurs, d'aller perpétuer et d'aller... voilà, on donne la vie, mais je suis pas... Je ne vis pas, et je n'ai pas vécu la parentalité comme quelque chose de l'ordre du j'ai récupéré un petit projet, puis je le travaille et puis je le cultive comme un truc un peu sous serre, et je le vois grandir, et je me dis oh, c'est bien, c'est joli. Je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, je le vis vraiment comme quelque chose qui est dans des vases communicants avec ils m'apprennent autant que moi j'espère leur apprendre des choses. Et puis on avance et on apprend ensemble, et donc ça veut dire des moments super comme des moments où c'est l'enfer, parce que il y a certains apprentissages qui sont plus douloureux que d'autres. Oui, bien sûr. Donc voilà, bien sûr. je le vis plutôt comme ça. On a tendance à se dire qu'en tant que parent, on est censé avoir toutes les réponses des questionnements normaux, mais on oublie qu'en fait la relation parent-enfant, c'est une relation avec ses moments de crise, avec ses moments d'incompréhension, avec ses ajustements. Et en fait, c'est un mouvement
commun. C'est Oui. une dialectique en fait entre les deux. C'est pas je suis le parent, je maîtrise, je sais comment ça se passe. Oui, c'est ça. C'est pas tout le temps comme ça du tout. Il y a un vrai échange et puis en plus, il faut faire. Enfin, moi, je trouve que nos enfants ont beaucoup à nous apprendre et ils nous donnent beaucoup de contenu et de matière si on est en mesure de l'écouter, ce qui n'est pas toujours facile parce que la fatigue, le rythme, la charge mentale, c'est lourd. Mais quand on arrive à se mettre dans des dispositions pour les écouter, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Et c'est pas non plus facile parce que ça questionne beaucoup de modèles, beaucoup d'injonctions ou alors de préjugés positifs ou négatifs qu'on avait en tête. Parce qu'on connaît tous le grand proverbe de se dire avant j'avais des principes et puis après j'ai eu des enfants. Et ça, c'est très vrai. Principe positif ou négatif d'ailleurs. Ça va dans les deux sens. C'est sûr. Ok. Voilà. Et donc, comment ça a commencé pour vous l'aventure bébé, justement ? Notre aîné a été extrêmement difficile. On a eu, je pense, le plus dur en numéro 1. C'était un petit bout. Alors, évidemment, il y a l'amour inconditionnel, comme on ne pensait pas le ressentir un jour, qui apparaît quand l'accouchement a lieu, puis quand on rencontre son bébé. Mais après, ça a été extrêmement compliqué parce que premier enfant, que j'étais relativement jeune, j'avais 27 ans, donc assez seule aussi, un vrai sentiment de solitude dans la découverte de cette maternité. J'étais la première de mes copines à avoir un enfant, donc personne pour me guider ou m'aider sur les galères des nourrissons. Parce qu'on le sait, quand on est jeune maman, entre l'allaitement, le sommeil, qu'est-ce que je lui mets, les vêtements, qu'est-ce que je lui donne pas, en fait, ça pose des milliards de micro-questions qui, avec le recul, on se dit pour la plupart, n'avaient pas la moindre importance, sauf qu'en fait, à l'instant T, entre le postpartum, la fatigue, en fait, on a besoin d'avoir une réponse à toutes ces petites questions, ou alors on a besoin de quelqu'un qui nous dise « Ok, calme-toi, ça va bien se passer ». Donc, ça a été compliqué. Elle dormait très, très peu, genre vraiment très peu. Elle dort toujours très peu, mais ça faisait partie de son... C'était vraiment son équilibre et son fonctionnement. À 2 ans, 2 ans et demi, elle nous disait qu'elle ne voulait pas faire la sieste parce qu'elle ne voulait pas perdre de temps. Donc ça vous donne un peu le contexte, le style. Voilà. On aime bien les enfants de 2 ans et demi qui ont des plannings de mini. Voilà, c'est ça. Non, mais là, j'ai pas le temps, je vais jouer. Ouais, alors, tu fais ce que tu veux, mais maman va faire la sieste parce que maman est crevée. Donc en fait, c'est vraiment une petite qui, aujourd'hui encore, c'est de la dynamite en fait, elle s'arrête jamais. Donc c'est super parce qu'on a très vite fait plein de trucs, on a très vite été assez souple sur le planning parce qu'en fait elle s'adaptait, mais par contre on est passé par 3 mois où ça a été un peu très chaotique. Les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois ont été extrêmement chaotiques avec des micro-siestes de 20 minutes, un allaitement qui s'est mis en place de manière super, mais qui était loin d'être rythmé. On a eu beaucoup de mal à trouver un rythme. Et ça s'est ressenti sur ces 3 premiers mois où c'était quand même assez galère. À l'époque, le congé paternité n'avait pas été augmenté en durée. Donc, mon mari a eu 3 jours. Donc, c'était quand même compliqué. Et puis, du coup, ce rythme à 2 échelles avec un sentiment de solitude qui était très, très marqué. Donc, ça a été un peu galère. Pour le coup, ça s'est tassé. Elle a fait ses nuits ensuite relativement vite puisque à 4 mois, ça a coïncidé avec l'arrêt de l'allaitement en fait. L'arrêt de l'allaitement a coïncidé avec des vraies nuits complètes et une vraie nuit complète, j'entends un 22h, 6h, donc un vrai bon gros dodo. Moi je valide. Et à partir de là, ça a commencé à se tasser un petit peu plus, elle s'est rythmée et puis pour le coup, mon fils, lui, c'était... radicalement différent. Attends, on va faire un enfant à la fois et tout. Exactement. Parce que déjà, du coup, quand même, c'est la première grossesse, c'est le devenir parent déjà dans son corps avant même de rencontrer l'enfant. Comment est-ce que toi, tu as traversé ce bout-là, tu vois, grossesse, accouchement ? Ma première grossesse, comme toutes les autres, j'ai eu une chance inouïe, c'était génial. Ah ouais, les 4 ? Les 3 ? Ouais, les 3. les 3 grossesses, même la grossesse des jumelles qui était médicalement très lourde, c'était génial. Ah, trop bien. Pas un désagrément, pas de contraction, pas de nausée, pas de problème de sommeil. Enfin, franchement, c'était... Alors oui, à la fin, on est énorme, mais en fait, c'était que du bonheur. Vraiment que du bonheur. T'étais en forme et tout ? J'étais en pleine forme. Vraiment, je pétais le feu, en fait. C'était incroyable.
Donc, et puis les accouchements ont été relativement faciles. Je dirais pas que non plus je ferais ça tous les jours, mais Ah bon? franchement, c'était pas, ça n'a pas été galère. Ah ouais. C'était vraiment 9 beaux mois à chaque fois. Ah, trop bien. Donc, ouais, 3 belles grossesses et puis aucun désagrément. Par contre, j'ai eu des fringales hyper différentes selon les Ah ouais. grossesses et ça, c'était trop drôle. Mon aîné, j'aurais pu manger des knackis toute la journée. C'était un truc de dingue. J'étais en amour sur les knackis. Je mangeais ça toute la journée. Du coup, j'ai fait tous les rayons, les poulets, les sancelles, les grosses grillées. Enfin, vraiment, je mangeais des knackis non-stop. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que c'est une fan de knackis. Elle Ah, adore trop ça. drôle. Donc moi, je me demande à un moment si ça passe pas s'il n'y a pas un petit goût qui passe dans Maintenant que tu le dans dis, le liquide amniotique ou un truc comme ouais, ça. je compare avec mes fringales à moi. Et, bon, moi, c'était la glace, donc ce qui Ah ouais? explique que moi, j'ai pris 30 kilos pendant ma première grossesse. Et ouais, ma fille adore la glace, effectivement. Bref. Mais c'est vrai que ouais, j'ai même pas pris trop de poids. J'étais assez sportive avant et Mm. en fait, j'ai continué à faire du sport, mais plus doucement. Ok. Et en fait, je m'étais acheté un gros ballon de grossesse. Je faisais 2 fois par semaine des petites séances de fitness de grossesse de Lucie Latoud. Ouais, Donc on en fait, l'embrasse. voilà, c'est ça, coucou. Et merci, parce qu'en fait, c'est vrai que bah, ça faisait du bien aux jambes. Autant Clotilde, j'ai eu une grossesse, je suis tombée enceinte fin août et j'ai accouché en mai. Donc pas de grosse chaleur, pas de galère, c'est en plein dans l'hiver. Donc tu mets des bas de contention à la place des collants, ça passe crème. Mm. Autant Grégoire, j'ai accouché en octobre. Là, l'été a été Mm. un peu plus rude. Mais franchement, c'était vraiment des belles grossesses et des beaux moments. Ok. La grossesse la plus difficile, mais c'était quand même soft, c'était celle des jumelles, Mm. évidemment. Parce qu'en fait, déjà, il y a eu un énorme électrochoc à l'annonce. Tu m'étonnes. Parce que quand j'ai appris l'annonce, en plus, j'étais toute seule. Donc là, ça a été vraiment... il m'a fallu une bonne semaine pour atterrir. Ouais. Et puis en fait, après, c'était toute une organisation qui changeait. Moi, j'avais accouché à Paris et à Lyon pour mon fils dans des maternités de niveau 1. Mm. Donc des maternités où il n'y a pas tout un système médical derrière, où c'est pour des grossesses qui se passent bien. Et en fait, c'était top. Et là, j'avais bien en tête pour le troisième, bon, bah, c'est l'autoroute, quoi. On a Ouais. toute la puériculture, on connaît l'affaire, on connaît la chanson, on déroule, même maternité, on sait comment ça se passe. Et puis là, l'annonce des jumelles, et des vraies jumelles. J'ai fait 17 échos, j'avais une écho tous les 15 jours, mutation de dossier à la Croix-Rousse ou à HFME à Lyon, parce que ça ne peut être que suivi dans des hôpitaux de niveau 3, Ah ouais. avec tout un corps médical. C'était lourd. Mm. Et pourtant, j'ai eu des nausées, mais vaguement. Par contre, j'étais épuisée. Et après, j'ai accouché à terme, des bébés qui faisaient chacune 2,8 kg, Voix basse. déclenchées voix basse, mais déclenchées parce qu'elles ne sortaient pas. Donc déclenchées Chacal. au-delà du terme qu'on donne pour des vrais jumeaux. Et puis en fait, incroyable. Déclenchement, accouchement en 4 heures, par voix basse les deux, 4 minutes d'écart. Ça Ouais. n'aurait pas pu mieux se passer. Comme 2 lettres à la poste. quoi. Ouais, presque, tout comme. Ok. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que le médecin m'avait dit ça. Le médecin à 7 mois de grossesse qui me dit non, mais ça va passer comme une lettre à la poste. Et en rendez-vous de consultation du 7e mois, je lui dis ah bah on voit que c'est pas vous qui le faites, Ouais. parce que je sais pas si l'image est très. Mais ouais, c'était top. Vraiment Ouais. super. Ok. Génial. Donc finalement, dans ces expériences on va dire, physiologiques de grossesse et d'accouchement, Oui. il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas ce sentiment, comme plein de parents décrivent, d'être un peu catapulté dans l'après, dans la parentalité, via des événements qui peuvent être parfois traumatisants ou Ouais. en tout cas difficiles. Alors sur la partie grossesse, non. Ouais. Même sur l'acceptation de son corps. Le premier postpartum n'est pas évident à gérer parce Ouais. que la parole aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un écart colossal sur ces 5 ans entre la naissance de ma fille aînée et la naissance des jumelles, sur le fait que la parole s'est libérée. C'est assez impressionnant et franchement ça fait du bien parce que sur la première grossesse, on en parle peu. Personne parle des culottes filets et des quantités astronomiques de ces limites des couches. Ah oui, c'est carrément des couches. C'est carrément des Ouais. couches. Donc en fait, les gens ne parlent pas de ça et c'est dommage parce qu'en fait, du coup, ça aide à le vivre énormément. Bah ouais. Donc, mais ce faisant, les grossesses étant été tellement bien, je pense que le postpartum, en tout cas le premier,
a été d'autant plus dur. Parce que du coup, le fait de sentir ce ventre tout mou, même si c'est revenu assez vite et que franchement, j'ai eu de la chance, mais un ventre tout mou, ne plus trop gérer ses sensations, son point de gravité, ne pas avoir cette maîtrise de soi. Ouais, c'est vraiment une maîtrise de soi dans le sens, pas un contrôle, mais dans le sens avoir la sensation d'être propriétaire de son corps, en fait. Son corps, bien sûr. Ça, c'était très déstabilisant. Et je pense que ça n'aide pas sur un premier postpartum quand on n'a pas toutes les infos et toutes les cartes en main. Mais c'est ça, et surtout le premier postpartum, tu sais pas, tu n'as aucune garantie que ton corps va revenir à la normale. Tout le monde te dit, mais si, tu vas voir. Mais en fait... En fait, non. Et puis en instantané, on ne le voit pas des masses. C'est puis c'est même plutôt l'inverse. Ça fait quand même un peu flipper. Hein, donc, mais carrément. Donc en fait, la première découverte de soi en post-accouchement, elle n'est pas évidente. Carrément. Et pour peu qu'on ait un bébé qui soit pas facile, qu'on lance un allaitement en parallèle, en plus, on va pas se mentir, on reçoit des sons de cloche dans tous les sens. Une équipe de sages-femmes équivaut à un message différent. Donc si vous avez 3 roulements, vous avez 3 messages. Donc c'est... Ouais, puis après il y a l'entourage, et puis après tout le monde y va de son petit conseil pourri là, et puis en fait on est tellement crevé qu'on écoute tout, donc en fait on fait la girouette, mais parce qu'on n'y arrive pas. Bien sûr. Donc, et moi j'entends encore, je me souviens de la sage-femme qui était venue me voir sur la naissance de mon aîné, qui m'a dit mais c'est vous qui savez, faites ce que vous pensez être le mieux. Et j'avais fondu en larmes en lui disant mais moi j'en sais rien, moi je veux juste dormir. et puis en fait au final c'est vrai, tout passe et on en revient. Mais quand on est dans le creux de la vague, c'est rude. Mais oui, mais parce qu'en fait, je pense que au-delà de la fatigue, le système, il est en détresse, quoi. Et du coup, tout ce qui va avoir de près ou de loin une tronche de solution, même si ça va contre tes principes et tes intuitions, plus tu es fatigué, plus tu y vas, quoi. Sortez-moi de là, sortez-moi de cet état où effectivement, je ne me ressens pas comme d'habitude parce que... mon corps a changé, ne serait-ce que de plus avoir de sangle abdominale en fait. Ah ouais, ça c'est au tellement départ, bizarre. Parce qu'il y a le regard qu'on porte sur soi, mais il y a comment on peut bouger. Enfin, post-accouchement, t'as mal, t'es pas bien. Quand t'as une césarienne, c'est encore un autre délire. Enfin, et oui, indépendamment de tout ça, il y a plus t'avances avec tous ces doutes et ces inconforts et ces difficultés, et plus t'es perméable en fait aux conseils non sollicités pour dire fais ça. il faut que quelque chose change, quoi. Il faut que j'aille mieux quelque part. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un petit peu, entre guillemets, le cercle vicieux. C'est-à-dire que la fatigue ne fait malheureusement que s'accumuler, en tout cas au début. Et puis, il y a des conseils qui sont, qu'on entend, en fait, dans l'absolu, tous les conseils... Peut-être pas tous, parce que l'ancienne génération, ils sont quand même assez pépites. Mais il y a beaucoup de conseils que des copines vont pouvoir donner qui sont des bons conseils parce que dans l'absolu, ça a marché pour elles. Mais ce qui est certain, c'est que tout ne marche pas pour tous les enfants. Et on peut se retrouver avec un enfant qui surkiffe le pot à pot et un autre qui va détester. Un enfant qui a besoin d'être emmailloté et un autre qui, au contraire, dès que son pyjama est serré au bout des pieds, il se met à hurler parce qu'il se sent oppressé. En fait, il n'y a pas de règle. Et donc, du coup, la seule chose qui puisse fonctionner dans le fait de recevoir ces conseils, c'est de faire une sorte de checklist et puis de tenter pour ensuite affiner. Mais il n'y a pas de secret ou il n'y a pas de recette qui marche. Si ça marchait, s'il y avait une recette, en tout cas, je pense qu'elle serait mondialement connue. Ah ouais. Mais il n'y en a pas et elle serait la bienvenue. Mais il n'y en a pas. Mais c'est ce qui fait toute la pertinence de l'accompagnement individuel en fait de la parentalité, c'est qu'effectivement le set de challenge il est différent à chaque fois. Et en tout cas je pense qu'on a tous et toutes un petit best-of des remarques qu'on a pris en postpartum. Moi j'embrasse mon ex-belle-mère du coup. Ça j'ai bien mangé aussi. Puis quand il y a des différences culturelles et tout ça, tu multiplies. Alors pour le coup, moi j'avais pas les différences culturelles, mais par contre oui, déjà pendant la grossesse, j'avais entendu des modèles familiaux différents avec des styles de grossesse très différents. Moi, grossesse qui se passait super bien, et puis dans la famille de mon mari, des grossesses qui avaient été plus compliquées avec des alitements très 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 précoces. Donc forcément, moi me voir bouger, monter des meubles, faire du sport, faire le ménage, gérer les enfants, conduire, faire de la route.
bon, bah, j'étais un peu un ovni. Ouais. Mais en même temps, bah, c'est toujours super bien passé, quoi. Ouais, bah, Mais oui, on franchement. entend tous les conseils avec les grands classiques de laisse-le crier, ça lui fera ses poumons. Non. Magnifique, Encore une celle-ci, c'est une perle. Ou alors avec l'allaitement, non mais tu sais, il fera pas ses nuits parce que je pense qu'après ça va pas l'aider, il sera trop habitué à toi. Ouais. Mais c'est super que t'allaites. Ah ouais, alors du coup là je ne sais plus quoi faire, mais merci. Donc ouais, on en a entendu plein. C'est Ouais. en permanence. Ok. Après, ça part d'un bon sentiment, c'est ça qui est terrible. C'est que ça part vraiment d'un bon sentiment, Ouais. je pense, de personnes qui voient la détresse d'une jeune maman, ou en tout cas qui la connaissent ou qui s'en souviennent, et qui pensent bien faire. Mais le problème, c'est que on oublie aussi à quel point on est Complètement. submergé, ballotté dans un grand flux hormonal dans tous les sens. Ouais. Et du coup, il faut faire attention parce qu'on n'est pas forcément apte à recevoir le conseil, ou en tout cas, il faut le mettre avec beaucoup de pincettes parce que on est à fleur de peau en fait, et c'est normal. Ouais, puis tu peux vite avoir le sentiment de faire les choses de manière inadaptée ou pas suffisante. Et du coup, moi, je dis beaucoup aux entourages, quand je discute avec des membres autour de parents, de dire changez le conseil qui vous vient spontanément par « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ou commencer avec une toute petite intro de « comment tu vas, comment tu te sens, comment je peux me mettre à disposition ?» Ouais. Et après, si vous voulez discuter sommeil, machin, d'accord, proposer, mais en fait, le premier truc à demander à un parent en postpartum, c'est comment tu vas. Ah, mais c'est ouf. Comment je peux t'aider. Non, mais on n'y pense pas. Hein. Bah ouais. On n'y pense pas du tout. On a eu, moi je remercie des copains qui, pour la naissance de notre fils, nous ont fait un cadeau de naissance inattendu et qui était génial. Ils nous ont fait livrer un plein de surgelés. Ah oui. Meilleure idée Bien sûr. de cadeau de naissance de tous les sens. C'était notre deuxième. Ils nous ont rempli le congèle, on avait à manger pour une semaine. C'était incroyable. C'était génial. Et en fait, j'y pense parce que le conseil de comment tu vas, typiquement un cadeau de naissance comme ça, c'est centré sur les parents, c'est on va vous aider vous. Mais ouais. Ouais, ça a l'air trivial la logistique en fait. Mais non, et je pense que ça, typiquement un premier enfant, c'est difficile de l'anticiper, mais organiser son postpartum avec des astreintes de personnes ressources, tu vois, à appeler quand tu as besoin de compagnie, ou quand tu t'en sors pas avec la maison, ou quand tu as besoin d'un relais avec le bébé, un relais avec les aînés s'il y en a, etc. Et de pouvoir avoir un petit village autour de toi quand c'est possible, évidemment, ça ne l'est pas toujours. Mais ça, c'est anticipable en fait. Ouais. Et plutôt que de se dire, oui, je veux dernière poussette Ferrari, je sais pas quoi, machin. Avec des gants chauffants. Ouais, c'est ça. Tu te calmes tout de suite. Et en fait, oui, viens me faire un plein de courses, viens me faire une lessive en me disant que ça va aller, écoute-moi pleurer, mais sois là, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, pour le coup, moi, j'ai été très mauvaise là-dessus. Je le dis en toute transparence. Je ne sais pas très bien demander de l'aide. Je ne sais toujours pas le faire d'ailleurs. Et effectivement, je pense que c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur. Il faut savoir demander de l'aide parce qu'en fait, après, on s'enferme dans un cercle et c'est encore plus difficile d'en sortir. Et même avec les jumelles, moi, j'ai mis du temps à vraiment demander de l'aide. Alors que pourtant, quand j'avais des amis qui venaient ou des amis de mes parents qui passaient, ça me faisait un bien fou. Ouais. Mais j'aurais dû le faire plus. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est vraiment, il faut le faire. Il faut le faire et mettre, pour les mamans qui sont du genre un peu contrôlantes et un peu, je vais y arriver, je vais y arriver, qui sont comme moi. C'est pas un aveu de faiblesse que demander de l'aide et ça ne fait pas de soi une moins bonne maman. Ça, c'est terrible. Sentiment vecteur de la culpabilité maternelle. Ouais. Après, je ne voudrais pas faire mon Jean-Michel féminisme de base, mais est-ce qu'on autorise les mères et les femmes en général à demander de l'aide, parce qu'on porte quand même beaucoup de pression, tu vois, il y a tout ce qui va être de l'ordre de la représentation de la mère dans la société, dans les médias, dans ce que tu veux. Il y a un peu ce truc de brivante de camp, tu vois. Ah ouais, complètement. Tu vois. C'est exactement ça. Et 4 épingles, nickel, pas une tache de purée de carottes sur le chemisier blanc repassé. Ouais. En soie. Voilà, c'est ça, évidemment. Et laver à la main, du coup. Hein. Parce que tu as le temps de faire ça, de toute façon. Tout à fait. Mais le truc, c'est que la mère qui crie, tu vois, c'est la mère sur laquelle on se retourne en disant oh là là, dis donc. Et non. Ouais, ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. Je trouve que ça commence à s'améliorer. Mais c'est tout doux. Hein. Mais oui, on les voit dans les centres. Et ce qui est terrible, c'est que même parfois entre mamans,
Oui. On se juge, entre guillemets, et on voit un enfant qui fait une scène devant le rayon des Kinder Pingui et on se dit, ah bah dis donc, alors qu'en fait, nous, dans la voiture, on va attacher les enfants, puis on va se retourner et hurler comme un dragon. Mais va savoir pourquoi, quand c'est l'enfant de l'autre dans les rayons du centre commercial, bah tu te dis, ah dis donc, pas top. Hein. Ouais, mais moi j'ai beaucoup d'empathie. J'arrive très bien à m'identifier Oui, à ce que doit ressentir le parent à ce moment-là, tu vois. la détresse. Ouais, se dire, en fait, si t'en es là, ça veut dire que ça fait déjà un bon quart d'heure que Que ça t'en peux monte, plus. tu vois. Mm. Et moi, ça m'arrive, c'est de moins en moins, avec l'avancée dans l'âge, on remercie nos enfants de faire de moins en moins de crises, d'être de plus en plus responsables de leurs émotions. Mais ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, mais une scène De l'espace. hurlement dans le supermarché. Dieu merci, ça aide beaucoup. J'étais pas toute seule avec les Ah oui. enfants. Du coup, j'ai pris l'enfant qui était en crise. Je dis, viens, on va dehors, on va. Ouais. Tout le monde qui me regardait, Ouais. genre. Et en fait, on s'est posé devant le supermarché et l'un face à l'autre. Et puis je dis, bah, voilà, on peut Vas-y. faire un câlin. Mais moi, je suis là. Vas-y, si Ouais. t'en veux, on fait. Si tu veux pas, on fait pas. Et ça a pris une bonne demi-heure de redescente Ah ouais. avec toutes les caisses du supermarché Ouais. qui me regardaient d'un air de dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Je comprends pas ce que tu fais là. Et néanmoins, ça reste. Moi, je crois très très fort dans ce truc de. Un enfant, ça traverse parfois des émotions qui prennent énormément de Ah place et que hurler dessus en retour. Parfois, on ne fait pas exprès, on ne maîtrise pas. Parfois, on n'y arrive ça pas sort non et c'est plus comme ça. nous-mêmes. Bon, bref, on peut réparer après. Mais par contre, en fait, accompagner et se dire que ça fait partie de l'enfant. Oui, oui. Bah, si on l'accepte tous, on va éviter de juger du coup Oui, les personnes complètement. qui traversent ça en Complètement. disant moi j'ai un truc un peu de tu vois on n'a pas le même maillot mais on a la même Ouais, équipe quoi. C'est un peu ça. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'au fur et à mesure des maternités, enfin vraiment des grossesses et des maternités avec chaque enfant, ce sentiment d'empathie Ouais. envers les jeunes parents ou les mamans ou les papas d'ailleurs aussi, hein, qui font Ouais, les bien courses sûr. avec une poussette, un aîné qui est sur la planche devant, qui hurle à Qui la queen, mort. ouais. En fait, tu te dis, mais allez, courage, on est tous dans le même bateau. Je sais que c'est dur. Et ce faisant, au passage, je trouve que ça change tout parce que je suis certaine qu'en se baladant dans les rayons de ce supermarché, ils doivent recevoir, et moi d'ailleurs la première, un nombre de regards Eh oui. méchants, assassins. Et puis en fait, je suis convaincue que le regard de la personne qui passe et qui dit allez, courage, Ouais, ça va ça se change passer, tout de ouf. ça fait du bien. De ouf. Ça fait du bien. Bien sûr. Mais Donc, parce que ça va jamais de toute façon. Si ton enfant crie, ça va pas. S'il prend de la place, ça va Ouais. pas. Si tu l'abrutis devant un pas de patrouille sur ton téléphone Ça pour va faire pas. les courses en paix, ça va pas. Si tu lui donnes du sucre, Ouais. ça va pas. Si t'en donnes pas, ça va pas. Enfin, Ah oui, ça non, va non, pas. mais ça va pas dans tous les cas. Et c'est vrai que pour le coup, ce poids-là, moi je trouve qu'il porte encore beaucoup sur les mamans, mais ce qui est logique aussi, parce qu'en fait, le congé maternité et puis la physiologie fait que c'est nous au début qui sommes présentes et que ça, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas changeable. Donc naturellement, ça crée dès le début, à partir du moment où pour moi le congé maternité-paternité n'est pas équilibré. Bah oui, c'est logique. Les premiers rendez-vous de médecin, ils sont pris par la maman. Donc, en fait, c'est toi qui as les rendez-vous, c'est toi qui as le numéro enregistré, c'est toi qui rappelle. Et sauf que c'est toi aussi qui épluche sur Insta toutes ces vidéos de mamans géniales qui ont un corps de malade après 2 mois de grossesse, qui font plein d'activités ludiques. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Elle est maquillée, elle a l'air tout sourire, elle ne crie jamais. Elle lui a fait la dernière activité do it yourself du moment quand moi je galère. Et en fait, ça c'est hyper dur. Et ça crée un sentiment de culpabilité qui fait qu'au moindre débordement, je dirais, ça nous met en fait dans une position, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, et à chaque grossesse, d'avoir un sentiment de devoir être enfermé dans un carcan de contrôle, de bienveillance, de polisser, de tout est nickel, je te parle avec une voix douce, alors qu'en fait, il y a des fois, c'est la tempête à l'intérieur. Bah ouais. Et on a envie de hurler en disant, mais j'en peux plus en fait. Ouais. Et du coup, ça sort forcément. Ouais. Il y a forcément un moment où ça sort. Et le jour où ça sort, on se dit, oh, mais je suis une mère horrible. Ouais.
Et du coup, c'est la culpabilité puissance 10 000 et c'est la descente aux enfers. Mais j'aurais dû faire différemment, mais j'aurais dû le dire avant. Mais le pauvre, je l'ai traumatisé, il va faire 15 ans de psychanalyse et là, tout y passe avec bien évidemment beaucoup de rationalité. Hein, parce que dans ces moments-là, on est super rationnel. Et du coup, ça finit en crise de larmes compulsives en me disant « Mais je suis une mère horrible et je vais jamais y arriver !» Et là, tu espères avoir un conjoint qui te soutient et qui te tape sur l'épaule en disant « Mais non, c'est top ce que tu fais !» Avec cette même voix robotique. Non, Voilà, c'est c'est ça. bien. C'est bien. C'est super, ma poule, t'inquiète, tu gères. Oui, parce que du coup, effectivement, on comprend bien qu'avec 4 enfants, du coup, la charge à porter est énorme. Et Oui. du coup, j'imagine la disponibilité pour tes propres besoins, ta propre gestion de toi-même est réduite, forcément. Inexistante. Ouais. Et que donc, du coup, les moments où toi, tu dérégules sur le plan émotionnel, où toi, tu pars, à ta place, moi, je pense que ça arriverait beaucoup. Enfin, on se parle d'un truc logique Ouais. du plan de l'humanité, normal, quoi. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui vient avec le nombre d'enfants? C'est quelque chose que tu portes un peu depuis le début, cette culpabilité dont tu parles de... en fait, parfois, que c'est le feu, tu sens que c'est le feu à l'intérieur, et des fois, ça sort, mais pas comme t'aimerais. Et bien, à dire vrai, je ne sais pas très bien. Parce qu'en fait, je dirais qu'à la naissance des jumelles, donc, qui nous ont fait 3 et 4 d'un coup, il y a eu un sentiment de culpabilité et de regret très fort parce que j'ai senti très vite que je ne pourrais pas être la maman que j'avais voulu être. En tout cas, adopter ce modèle de maternité que je souhaitais, tout simplement parce que c'est mécaniquement pas possible. Parce que un enfant, moi, des crises d'enfants, j'en ai 4 en même temps. J'ai 4 enfants qui se mettent à hurler en même temps. Je ne peux pas tous les écouter. Je suis obligée de temporiser, de prioriser et parfois, à mon grand regret, de les laisser se débrouiller parce que je n'ai juste pas la bande passante, mais c'est même pas un effort d'aller au-delà de ce que je suis capable de fournir parce que ça, je le fais déjà. C'est juste qu'en fait, on est en flux tendu, mais permanent. Ouais. Et donc, en fait, notre vie entière est une réponse est en fait une hiérarchisation des sursollicitations qu'on reçoit. Et en fait, ce sont des sollicitations qui sont parfois de l'ordre du besoin primaire, parfois de l'ordre du besoin affectif, parfois de l'ordre du besoin logistique. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, au début, ça a été extrêmement difficile parce que je sentais que mon aîné avait besoin d'attention, que je n'étais pas capable de lui fournir, que je passais une heure de coucher ou que c'était moins adapté pour mon second, mais que juste j'étais prise dans une tétée avec les 2 jumelles que j'ai allaitées. Donc, enfin bref, c'était juste en termes... Le timing, c'était pas possible, c'était humainement pas possible. Et ça a été très difficile et ça m'a pris quelques mois pour l'accepter. Et en fait, après, la culpabilité vient en pointe souvent quand on loupe un coche, un truc idiot, mais quand le second va montrer un truc et qu'on se dit oh, mais en fait j'aurais dû regarder, j'aurais dû y passer plus de temps, j'aurais dû regarder avec plus d'attention ou j'aurais dû revenir le chercher a posteriori. Sauf qu'au moment où il nous a montré son super dessin, en fait il y avait les devoirs de l'aîné à finir, un dîner qui cramait et une des jumelles qui était en train d'empiler 2 tabourets pour aller choper le couteau qui traînait en haut du truc. Et donc en fait là tu te dis bon alors concrètement qu'est-ce qui passe en numéro 1 ? Le couteau c'est en numéro 1, donc on y va d'abord. Et puis ensuite, et du coup on a un vrai sentiment d'être éparpillé et de ne pas être 100% présent avec chacun de ses enfants. Et ça c'est très très difficile. Et ça honnêtement ça ne m'a pas quittée et je pense que ça ne me quittera jamais. Parce qu'il y a un vrai sentiment de ne pas avoir pu, même encore aujourd'hui, leur donner l'amour dont ils ont besoin à 300%. Par contre, en parallèle, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a une fratrie, et ça pour le coup j'en suis très fière, moi j'ai rien fait pour, mais c'est eux qui le font aujourd'hui, mais en ayant 4 enfants j'ai créé ça et j'en suis fière, de se dire que il n'y a pas que les parents qui donnent de l'amour aux enfants. Il y a aussi cette fratrie qui s'en donne entre eux. Et en fait, ils créent entre eux une relation de tribu et de meute qui est incroyable. Et qui fait que, moi, en tant que maman, je sais et je regrette et je culpabilise de ne pas pouvoir leur donner tout ce que je voudrais leur donner, comme on les voit dans ces modèles
dans ce modèle d'éducation positive qui est génial, mais qui est quand même un modèle qui est sur la base de la relation, mais dans lequel il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance de cette relation entre parents et enfants qui est au-delà de tout. Et ben moi, aujourd'hui, avec 4 enfants en bas âge très rapprochés, je trouve que la relation de fratrie est tout aussi forte. Et entre eux, ils se donnent cet amour que moi, je suis mécaniquement pas en mesure de donner au quotidien. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment l'amour que tu donnes pas ou c'est l'attention à chacun des besoins spécifiques? Disons que oui, c'est plutôt l'attention que l'amour, parce que l'amour, évidemment, il est là et il est plus fort que tout. Mais c'est vraiment l'attention. Et oui, c'est plutôt l'attention. L'attention, cette réponse à des besoins en instantané, de voir qu'une aînée va rapidement être capable de donner un verre d'eau à la dernière qui a soif parce qu'il y en a une autre qui, je sais pas, qui est aux toilettes ou des trucs comme ça. Et en fait, entre eux, ils vont se créer des jeux, ils vont s'aider dans la gestion de leurs émotions. Et ça, c'est assez dingue. Ouais. De voir qu'il y a une petite de 2 ans qui fait une crise de l'espace parce que, je sais pas, sa chaussette est mal mise, ou alors elle voulait pas ce pantalon, ou elle voulait absolument sa polaire violette dégueulasse, mais elle voulait celle-là, donc on lui laisse. Et en fait, moi, je suis pas en mesure de le faire en instantané parce que je suis bloquée sur autre chose. Et en fait, du coup, je vais lui donner sa polaire parce qu'elle est là, mais je suis obligée de retourner sur cet autre sujet qui m'accapare. Et du coup, il va y avoir son grand frère ou sa grande sœur ou sa sœur jumelle qui va venir lui faire un câlin. Et ça débloque la situation. Mais c'est pas moi qui ai agi sur cette gestion de ce besoin, en tout cas, ou de cet élan émotionnel hyper puissant qu'elle a eu à l'instant T. Et ça, c'est assez dingue. De se dire qu'ils sont capables, entre eux, de venir se donner tout ça. Et ça compense largement le sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir parce que du coup, ça rend vraiment très fier en fait et ça rend très heureux. Je me doute, puis je pense il y a une notion d'équilibre aussi familial qui passe par là nécessairement quand les conditions sont un peu adverses. Moi, je n'ai pas du tout la même situation, mais en étant maman solo de 2 enfants, il y a aussi cette synergie qui se construit entre mes enfants de veiller les uns sur les autres. C'est ça. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais dans ce que tu décris, il y a un peu tu sais, en arrière-fond, la pression que la régulation et le bien-être de chacun des membres de cette famille devrait, d'une façon ou d'une autre, passer par moi. Oui, c'est exactement ça. Alors que non. mais en fait, c'est exactement ça. Et en fait, c'est étouffant comme sensation. Oui. Parce qu'en fait, du coup, la moindre faiblesse ou la moindre sortie de route parce qu'on est épuisé ou qu'on n'en peut plus, on se dit, ça y est, en fait, j'ai ruiné ma famille, j'ai flingué tout le monde. Alors qu'en fait, on ne peut juste pas être partout. Ouais. Et c'est extrêmement difficile. Et en plus, avec 4, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, des soupapes de décompression, il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas, ou alors très très peu. Même prendre sa douche, c'est un truc collaboratif. Donc en fait, c'est l'enfer. Une semaine de spa Ibiza, quoi. C'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est dingue. Ouais. Et ça, c'est hyper dur. Par contre, nous, du coup, ça, on a mis une année après la naissance des jumelles à se dire, OK, là maintenant, ça devient critique. Il y a forcément un moment de la semaine où on prend du temps pour soi. Et du coup, moi, j'ai 1 heure par semaine. 1 heure par semaine où je vais courir. Ouais, youhou. Mais 1 heure par semaine où je vais courir. Okay. Du coup, je cours seule, silence. Musique à fond. Musique à fond. Je cours avec un vrai largage émotif, lâcher prise. Et donc à fond, je reviens transpirante, toute rouge, j'ai tout donné, j'en peux plus, j'ai mal partout. Mais au moins j'ai tout lâché, quoi. Okay. Donc, et ça fait du bien. Okay. Mais c'est encore très très peu. Oui, oui. Mais bon. Mais ça c'est ton espace. C'est mon espace à moi. Ça me permet d'avoir une bulle. Le fait qu'elle soit identifiée aussi, ça fait du bien. Ouais, bien sûr. Parce que ça fait une carotte, en fait. Donc, ça fait... c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Oui, et puis en fait, les enfants grandissant, leurs besoins deviennent moins impérieux, moins urgents, pas moindres, mais en tout cas... il y a une gestion effectivement par d'autres acteurs qui peuvent se mettre en place.
Donc tu récupères des bouts de temps pour toi. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la pression d'être en gros le ciment de ta famille, le ciment émotionnel et logistique et tout ce que tu veux, finalement, la personne que tu oublies dans l'équation, c'est toi-même, quoi. À force d'être à dispo pour tout le monde tout le temps, tu tapes dans des réserves que tu n'as pas, dans des ressources que tu n'as pas. Et du coup, on recoupe avec le fait que les fois où ça craque, évidemment que ça craque, évidemment que tu ne peux pas tout contenir à l'intérieur de toi, c'est impossible. Et ça dit aussi à nos enfants, maman, elle est hyper cool, elle est sur tous les dossiers, mais elle a des limites aussi. C'est ça. Ça, pour le coup, moi, c'est un truc que j'ai dit à une copine mais la semaine dernière. Parce qu'elle, justement, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, j'ai crié sur les filles, je culpabilise. Et en fait, je lui ai dit, non, culpabilité maternelle, coucou. Et puis, je lui ai dit, en fait, mais non, parce que chaque enfant a aussi besoin de mesurer que la personne en face d'elle, que sa maman, elle a des limites, en fait, et qu'elle n'est pas surhumaine. Et ça, moi, mes enfants, je l'ai percuté, j'ai mis du temps à le percuter, mais je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps non plus, peut-être il y a 1 an, où je leur ai dit un jour, j'étais toute seule avec les 4 et je leur ai dit, mais en fait, je suis fatiguée, j'en peux plus, s'il vous plaît. Dans une logique je voulais bien faire en leur disant, mais prenez en considération mes besoins, regardez la personne que vous avez en face de vous, vous voyez bien, j'exprime mon besoin, vous voyez bien que je suis fatiguée. Et la réponse a été, en substance, c'est pas grave, maman, tu te reposeras demain. Super, merci. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, en fait, je me suis dit, mais si à aucun moment je leur montre que je suis épuisée, que je suis à cran, que moi aussi j'ai besoin de repos, en fait, ils ne peuvent pas le percuter, ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils ont besoin de le sentir. Alors oui, c'est mieux de leur exprimer autrement qu'en se mettant à hurler. Mais le jour où ça arrive, c'est mieux. C'est toujours mieux si ça se fait sans hurler, mais bon, parfois ça arrive et c'est pas grave. Et puis c'est des espaces aussi d'apprentissage, en fait, de résilience, de comment on répare, parce qu'en fait, ça va leur arriver de perdre leur calme dans des situations. Et en fait, on peut sortir de soi, on peut être très en colère, prendre un moment et venir expliquer, voilà ce qui s'est passé pour moi. Tu as pu te sentir X, Y, Z. Si c'est le cas, je suis désolée. Tu peux avoir un vrai truc, mais de dire, si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il s'est passé pour moi telle sollicitation, sur telle sollicitation, qu'effectivement je suis crevée, etc. Donc voilà le backstage de mon émotion là. Voilà pourquoi ça s'est passé. Oui, et puis en plus leur apprendre ensuite à demander pardon, tout simplement, en disant oui, ça m'arrive, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Voilà ce qu'il explique et je te demande pardon, je suis désolée. Et en tout cas, ça ne peut que leur montrer leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour revenir de la colère. Parce que je trouve que c'est un apprentissage qui est difficile pour les enfants. Mon aînée, elle est très colérique. Et en fait, elle le dit elle-même. Elle dit, je ne sais pas comment je reviens. Parce que je suis très loin. Et en fait, c'est dingue de les entendre dire ça et de se dire, c'est un apprentissage que de revenir de la colère, d'arriver à en sortir parce qu'on y reste. Et en fait, ressortir de sa colère pour venir expliquer, analyser, entre guillemets, à moindre échelle et demander pardon pour en revenir. S'ils voient leurs parents le faire, ça ne peut que les aider aussi derrière, eux, à apprendre à le faire. Carrément. Et puis ça tourne un épisode qui aurait pu être extrêmement compliqué et néfaste en quelque chose qui en devient une source d'apprentissage positif. Éducatif, oui, carrément, bien sûr. Tiens, en parlant d'épisodes néfastes, est-ce que tu nous ferais pas un petit point sommeil de tes enfants? Comment est-ce qu'ils t'ont fait galérer, les 50 Shades of sommeil claqué? Sommeil claqué. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur le sommeil? On a eu notre aîné qui dormait par tranche de 20 minutes et qui, la nuit en allaitement, se réveillait toutes les heures et demie. Un carnage. Notre second, pour le coup, lui, il était bluffant. L'enfant qui te demande d'aller dormir. Ça existe, j'en ai eu un seul. Mais oui, ça existe. Et vraiment, lui, il me disait... Maman, je suis fatiguée, je vais dormir. Et puis, le temps que je réponde à un truc, il était parti se coucher. Il dormait 2h30. Incroyable. Allaité aussi, pourtant. Donc, rien à voir, sommeil et allaitement. Non. Absolument rien à voir, pour ceux qui en doutent encore. Et puis, les jumelles, pour le coup, ça c'est plus ou moins... Bon, elles étaient 2. Donc, les jumelles, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à... Il y a 2 manières de voir les choses. Il y a le prisme de la maman qui gère les 2 enfants, donc extrêmement fatigant. Et puis, il y a le prisme de chaque enfant. Parce que du coup, chaque enfant a son cycle de sommeil propre. Et ce faisant, on ne peut pas dire qu'ils aient été compliqués, mais elles étaient 2.
Donc voilà, dans la partie des... On a eu des... avec notre aînée, on a eu des très grosses galères parce qu'en fait, elle fuyait beaucoup dans le sommeil à partir du moment où elle a été gardée. Donc en fait, elle était gardée par une nounou, on était en garde partagée à l'époque, et en fait, elle dormait, et elle dormait, et elle dormait, et du coup, dès qu'elle était avec nous, elle ne dormait plus. Jamais. Et ça a été extrêmement galère à gérer. On a eu des grosses galères pour le coup pour mon fils, c'était le seul truc touchy. Il allait se coucher sur les siestes, par contre le soir, on a eu une phase d'endormissement qui était plus difficile avec un vrai rituel, un vrai accompagnement qui était long. Et les jumelles, c'est un monde très à part parce que les jumeaux, ça répond à des éléments psychiques et des connexions qu'on ne mesure pas très bien. Mais en fait, on les a couchés pendant longtemps dans le même lit en tête bêche. Et puis ensuite, on les a montés dans le même lit et ça arrive encore régulièrement qu'on les retrouve dans le même lit. Mais alors là, on est à fond dans les réveils nocturnes. Les jumelles, elles font encore beaucoup de réveils nocturnes et ça, c'est compliqué. Avec un rituel d'endormissement qui est galère. Je veux de l'eau. Dans l'absolu, c'est pas très long, on n'y passe pas 1h30. Mais il faut l'histoire, je veux de l'eau, je veux des bisous. Donc on se fait un bisou sur chaque joue, le front, le menton, les 2 yeux, le nez. Attends, celui-ci n'a pas marché. On recommence depuis le début, évidemment. Donc, et en fait, tout est comme ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Mais voilà, on a eu... on est passé par toutes les phases que connaissent tous les parents, c'est-à-dire les 2 heures debout en pleine nuit à les bercer, ça c'était les jumelles, parce qu'elles ne voulaient pas se rendormir, terreur nocturne, on a un peu tout fait. Terreur nocturne, les chutes de lit, pas mal aussi ça. Okay. Boum. Oups. Donc ce qu'on a peu eu, et pour le coup ça c'était assez chouette, après on a été relativement strict, j'avoue là-dessus, c'est qu'en fait moi je les ai tous allaités les enfants. Donc, on n'a quasiment pas eu de biberon de nuit. Ah, bien. Et ça, c'était pas mal. Parce que je sais, pour voir mes copines, que c'est parfois un vrai sujet de supprimer le biberon de la nuit. Et on l'a eu un petit peu, mais moi, j'avoue, j'ai vite arrêté de le donner. Et on l'a eu un petit peu pour les jumelles parce que l'allaitement a été un tout petit peu moins long. Et en fait, j'ai arrêté de le donner tout simplement parce que j'en avais ras le bol. Donc en fait, puis évidemment, elles avaient été allaitées, donc il fallait que le biberon soit chaud, donc ça prenait des plombes. Donc en fait, à partir du moment où j'avais l'impression que la tétine suffisait, j'ai vite fait sauter les biberons de nuit. Par contre, du coup, le premier réveil du matin, même s'il était à 5h30, un biberon. Oui, oui, c'est la contrepartie. Mais voilà, à peu près. On a suivi, on n'avait pas de plan de sommeil ou de règles très fixées, à part quelques temps clés où on savait qu'à partir de... On savait qu'on commençait à essayer de les endormir seuls dans leur lit à partir de 2 mois. Donc à partir de 2 mois, on a commencé très vite à les mettre dans leur lit seuls et à les laisser s'endormir seuls, en les posant, en étant toujours présents, mais en les laissant s'endormir seuls. Ce qui mettait un petit peu de temps, mais ce qui n'a pas été un tel souci. Et par contre, c'est drôle parce que tout le rituel du sommeil, il est venu plus tard. Il est venu sur les 2 ans. Le fait d'avoir un rituel avec ces étapes clés identifiées pour les plonger dans le sommeil, c'est venu beaucoup plus tard. Et en fait, il n'est pas énorme, mais il est présent. Il est difficile, mais il n'est qu'avec nous. Et oui. Pas avec une babysitter. Avec une babysitter ou avec les grands-parents, pas du tout. Il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, même pas avec papa, c'est qu'avec maman. C'est tellement mieux. Donc du coup, il n'est pas si long que ça, mais oui, il faut passer ces étapes une par une. Donc, voilà. Et puis, ils sont 4. Donc, on n'est jamais à l'abri. On a eu la propreté de nuit de mon fils en même temps qu'on avait les jumelles qui se réveillaient la nuit. Donc, on a connu... pour moi, personnellement, j'ai connu les nuits où vraiment, quand j'avais dormi 4 heures, j'étais heureuse. Et ça, c'était... le manque de sommeil, c'est une torture. C'est terrible. Ça, moi, je prêche pour ma paroisse, mais le sommeil, c'est le nerf de la guerre. D'aucuns diraient la bouffe. Mais c'est bouffe sommeil. Bouffe sommeil. Mais sommeil avant la bouffe. Ouais, moi je trouve. Largement. Parce qu'en fait, le sommeil, mais ça conditionne tout. Ben ouais. Donc ouais.
Je ne sais pas si je te développe des trucs plus spécifiques que ça ou... Écoute, vas-y, est-ce que tu as un souvenir, le moment où tu t'es sentie, ça, c'est le fond de la piscine, en termes de fatigue? Alors, j'ai eu un premier fond de piscine qui a été émotionnel. J'en ai deux. Vas-y. Le premier, c'était mon fils. Mon mari était en déplacement à l'étranger. Donc, j'avais les 2 enfants et ils ont eu la brillante idée de faire la varicelle. Ah, les deux en même On temps. adore. Et en fait, à ce moment-là, mon fils, je l'ai allaité un tout petit peu plus longtemps. Et en fait, j'étais en même temps en plein sevrage. Donc, c'était un peu le combo perdant. Et en fait, il s'est réveillé une nuit. Moi, j'avais tout simplement plus de lait parce que j'étais sur la fin du sevrage. Il ne voulait pas son biberon. C'était catégorique. Et en fait, il n'a fait que hurler et hurler et hurler et hurler pendant des heures, Et j'ai fini par fondre en larmes et par le poser dans son lit en lui disant « Je suis désolée, mais là, j'ai atteint ma limite, je peux pas, je peux plus. Donc, je te pose dans ton lit, je te donne tes tétines, je te donne tes doudous et je te laisse parce que j'ai besoin de sortir de cette pièce. J'ai vraiment... C'est le moment où, dans ta tête, tu te dis « Ok, là, c'est la zone, c'est pire que rouge, c'est écarlate, il faut sortir maintenant. » Code noir. Et c'est exactement ça, c'est le code noir. Et là, je suis sortie, je suis descendue dans mon lit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 3/4 d'heure. Parce qu'évidemment, culpabilité maternelle encore, j'ai abandonné mon enfant, c'est terrible, il est seul dans le noir dans sa chambre. Et en fait, il a pleuré un bon quart d'heure. Et en fait, j'étais incapable, mais vraiment incapable de monter le voir. Et il s'est endormi. Et je me suis endormie d'épuisement après. Et ça a été rude. Et après, il y a eu les jumelles, où les jumelles, ça a été je ne sais plus exactement, je pense qu'elles devaient faire leurs dents. Il n'y avait pas de truc spécifique. Elles n'étaient pas malades, on n'était pas en sevrage. C'était vraiment une nuit comme une autre, on les a couchées normales. Et puis en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été une nuit de l'enfer. Et j'ai passé 2 heures à alterner, les deux pleuraient en même temps. Et à alterner entre l'une et l'autre à coup de quart d'heure, parce que ça, c'est terrible sur les jumeaux. Parce que les 2 bébés en même temps, ça fait les bras, mais maintenant, elles font 12 kilos chacune. Ah oui, tu fais le bon bras, Bon, c'est pas de Chuck Norris, quoi, j'y arrive pas. Donc en fait, impossible à porter. Déjà que l'ostéo est mon meilleur ami, alors franchement. Et en fait, du coup, j'alternais. J'en prenais une, je la reposais, je reprenais l'autre, etc., etc. Et c'était le balai d'essuie-glace entre les 2 lits pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et je sais même plus comment ça s'est fini. Ah ouais? Si, je sais comment ça s'est fini. Ça s'est fini, je me suis allongée sur le sol et en fait, je me suis endormie adossée à la commode comme ça avec les 2 bébés sur moi. Et je me suis réveillée sur les coups de 5h45 et en fait, je les ai reposées dans leur lit et elles ont dormi et les aînés se sont réveillés à 6h30. Et on les remercie. Et on adore. Et là, on se dit, les enfants sont merveilleux. On les aime. L'école des fans. Donc ouais, ça c'était... Et ce jour-là, je me souviens que j'ai eu vraiment la sensation avec les jumelles d'être au-delà de tout ce que je pensais possible de résistance, mais physique. Parce qu'en fait, émotionnellement... Mais peut-être qu'en fait, j'étais tellement crevée physiquement que le psychique avait déconnecté. Mais en fait, j'étais dans un état de fatigue. Mais j'étais un robot, j'étais en pilote automatique. Et en plus, du coup, cette sensation de se dire, mais ça se trouve, c'est pour ça que ça dure. Parce que comme je suis grosso modo pas connectée, en fait, je leur donne, elles doivent pas, que les enfants ressentent tout, donc je ne dois pas leur donner ce sentiment de connexion ou de fusion dont elles ont besoin. Donc en fait, ça va durer des plombs, mais juste, je n'y arrive pas. Le réservoir est vide, la pile est à plat. Donc, et ouais, ça, c'était les 2 gros moments d'énormes galères. Ah ouais, mais pas mal. Et on en a eu une qui a été, mais pour le coup, qui n'est pas une galère, mais qui est une anecdote drôle. Allez, vas-y. Mon aîné, dans la phase des 2 ans et demi, donc cette super terrible tout, où ils veulent tout contrôler, mais ils ne sont pas tellement en mesure de faire quoi que ce soit. Donc tout prend des plombes. Et j'étais enceinte de Grégoire, qui nous fait, sur cette phase-là, comme souvent, petite régression, impossible à coucher, des heures de hurlement. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a duré un peu. Je finis par atterrir sur des forums de parentalité en me disant j'ai épuisé toutes mes cartouches, je ne sais plus quoi faire.
Après avoir testé les grandes classiques qu'on n'aime pas, du genre je te laisse le choix, je t'écoute, je t'enferme, je vais jeter ton doudou à la poubelle, tu vois, les trucs comme ça, la totale, tous les trucs Avec bien le et couteau moins comme ça, bien, je voilà, vais c'est ça. défoncer Et ton là, doudou. tu as ta fille qui prend le doudou et qui le jette à la poubelle en disant voilà, c'est fait. J'en ai rien à foutre, maman. Et tu te dis, ça ne va pas marcher. Autre stratégie. Je finis par tomber sur les choix, sur les options où ils proposent des choix fermés. En disant, on laisse l'enfant décider, en disant, est-ce que tu veux te coucher avec, je sais pas, ton doudou ou ta poupée, par exemple. Donc, je reviens très confiante en me disant, oh, j'ai trouvé une idée de ouf, ça va marcher. Je vais voir ma fille, donc crise comme d'habitude. Est-ce que tu veux te coucher avec ton lapin ou avec ton doudou? Non, non, maman, aucun des deux, je veux pas me coucher. Là, petit partage intérieur où tu te dis « Oh, c'est chou », elle est un peu en dehors des standards, donc petit instant de maternité emballé du genre « Ma fille est un génie ». Mais non. Pause. Et puis voilà, c'est ça. Et puis après, redescente en se disant « Bon, bah merde, ça n'a pas marché. Quelle est la cartouche suivante ?» Et puis bah, au final, je me souviens d'un soir où on a fini par laisser la porte laisser la porte en disant « Bah écoute, tu fais ce que tu veux ». Et puis elle a fini par s'endormir. Ouais. Voilà. Mais cette anecdote-là du non, non, je veux juste pas dormir. Super. Bon, et ben je ne sais plus. Hein, donc, c'est ça. bonne chance et bonne soirée. Mais c'est souvent, tu sais, le chiffre de se dire, bah du coup, c'est pas mon problème. C'est ça. Fais ta vie. Fais ta vie. Fais ta nuit blanche, emplis ta journée demain. Endors-toi au milieu de tes duplos à 1h Mais du mat, c'est ça. il n'y a pas de problème. Mais en fait, d'accepter, quelque part, de responsabiliser l'enfant et de se dire, bon, bah, c'est pas moi qui vais être la clé de ton endormissement parce que manifestement, je ne peux pas. Ouais. Fais ta Et vie, tu ne veux pas, maintiens-toi d'ailleurs. en sécurité, pas de problème. Tu peux garder un œil, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais se dire, Allez, gère tout vas-y, seul. tu veux être président du monde, vas-y. Je t'en prie. Fais-le, ça va se passer. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je crois que ça lui est arrivé 2 soirs de suite. Elle s'est réveillée à 1h du mat en hurlant sur la banquette de sa chambre au milieu de ses jeux. Et puis on est remonté, on lui a dit oh, je te mets dans ton lit. Oui, oui, mais j'étais sortie, je voulais jouer. Et puis plus jamais. Ouais, bah oui. Donc les 3 anecdotes sympas. Ouais, mais c'est le moment où tu te dis, tu as appris par toi-même et Et on en est revenu. ouais, ça valait bien le coup de m'emmerder, tu vois. Putain, c'est exactement ça. Mais en plus, c'est dingue parce que le sommeil, c'est fou le nombre de personnes qui te posent cette question. Est-ce qu'il fait ses nuits? Bah non, il a 10 jours. Non, il fait pas ses nuits, quoi. Et puis alors en plus, mais tu vois, moi, il fait ses nuits. Ouais, ok, c'est quoi? Bah oui, il a dormi de minuit à 4 heures. Ok, donc en plus, la définition varie d'une personne à l'autre. Ouais, bon. Non, puis le sommeil, c'est un indicateur. C'est impacté par tout le reste de la vie de l'enfant, son environnement, ses émotions, sa bouffe, tout. Donc en fait, faire ses nuits, c'est on pourrait poser légitimement la question en termes de développement de l'enfant, entre 5 et 8 ans. Ah ouais. Avant ça, l'enfant va connaître des moments de sa vie où le sommeil peut ou pas être remis en question. Ouais, pour plein de raisons. Et c'est normal. Arrêtons de foutre la pression aux parents de ouais, le tien il fait pas ses nuits, bah, le mien il fait ses nuits. De ouf. Voilà, brivante de camp, t'es gentil, mais reste chez toi. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, et puis en plus, un enfant qui fait ses nuits, moi je me souviens que il y a des enfants qui utilisent le sommeil comme une échappatoire. Et moi, ça avait été un vrai sujet justement quand Clotilde elle avait été en garde. On se disait, mais est-ce que. Après, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce qu'elle était. Pourtant, j'avais prolongé un peu mon congé maternité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle fuit? Donc, c'est un interrogateur. Un enfant qui dort énormément. Oui, c'est un indicateur. Hein, c'est aussi un indicateur dans l'autre sens. Et oui, bon, bah, parfois, il y a des parents qui ont le jackpot, des enfants qui dorment super bien et ils ont bien de la chance. Merci. C'est cool pour eux. Mais ouais. Et puis, il y a des parents qui ont des enfants qui ne dorment pas du tout. Et ça n'a rien à voir avec... moi, je trouve que ça n'a... Il y a des choses qu'en tant que parent, on peut faire pour les aider, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et ça ne veut pas dire que si l'enfant a un sommeil qui est plus chaotique, c'est de la faute des parents. Ah, c'est pas de la compétence parentale. C'est ça. Il y a des enfants, même au sein d'une fratrie, qui vont avoir des sommeils hyper faciles, genre Grégoire. Mon aîné, c'était hyper compliqué. Les jumelles, je dirais que c'est un bon middle. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé énormément de choses, ou de ne pas avoir répondu, ou d'avoir été plus dur, ou d'avoir été carrément hyper strict sur le sommeil, ou au contraire carrément en roue libre totale. J'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit, simplement.
ils ont des besoins qui ne sont pas les mêmes Mm. et ils vont exprimer à travers des canaux qui ne sont pas les mêmes. Et certains le sommeil et d'autres non. Bah oui, carrément. Donc, Voilà, lâchons-nous la grappe avec C'est l'idée exactement ça. qu'on contrôle et ou on empêche. Bien sûr qu'il y a des comportements qui soutiennent et accompagnent, mais plus on se met en rôle secondaire dans le sommeil de l'enfant, et quelque part, du coup, plus l'enfant peut prendre sa place et trouver ses stratégies. Et nous, en fait, on est là c'est un contrôle qualité, quoi. Ouais. T'as besoin d'aide, Je- demande, je suis là. Je t'aide, c'est exactement de ça. souci. Ouais, et puis venir indiquer ou peut-être aider, parce que moi je fais beaucoup c'est pas un comparatif, mais je vois l'aisance avec laquelle l'identification des émotions sur mes enfants a pu jouer. Mmh. Mon fils est un enfant qui identifie très bien ses émotions. Ma fille, c'est un apprentissage qui a été beaucoup plus compliqué. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande du travail, de lui dire comment est-ce que tu te sens. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est parfois de la joie, de la sérénité, pour qu'elle arrive à identifier ça? Et typiquement, l'identification de la fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas inné pour certains enfants. Mais même pour les adultes. Hein. Et même pour les adultes. Même pour les Des adultes. fois, tu passes une journée à la con, ça va pas, toutes tes interactions sociales, c'est pourries. ouais. Et à la fin, tu dis ah mais C'était crevé. peut-être je suis fatiguée ou moi c'est le SPM. Je me dis à la fin, je me dis ah c'est ça. Ouais, c'est ça. Et des fois identifier ces émotions, pourtant c'est cyclique, tu sais que ça revient. Tu sais que ça revient, tu le sais, mais quand ça arrive, ça prend toujours par surprise. Ouais, exactement. Tiens, pas vu venir. Et puis en fait, si je maîtrise, je connais, mais donc, on demande beaucoup de responsabilité émotionnelle à nos enfants, alors qu'avant 7 ans, il n'y a pas de cortex qui est développé, donc il n'y a pas de raisonnement logique et tout ça, mais on leur demande de tout maîtriser, de dire mère, je me sens X, Y, Z. C'est ça. Mais non. Et c'est vrai que du coup, c'est assez déstabilisant quand on voit un enfant qui est capable de le faire seul. Ouais. Et on se dit, bah, c'est ouf. Et par contre, à côté de ça, ça demande, pour le coup, et c'est peut-être pour moi là où est enfin moi en tout cas en tant que parent, c'est peut-être là où je me sentais le plus utile, de les aider à identifier cette fatigue en leur disant, mais tu es fatigué. Est-ce que dormir, ça ne te plairait pas, hein? Comme une idée. Est-ce que ça te tente? Et quitte après à varier les curseurs et pour le coup à dire, bah, en fait, il y a des enfants, les jumelles, elles sont beaucoup comme ça, elles ont l'impression, ça se sent, elles ne veulent pas dormir parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont manquer des choses. Ouais. Donc, autant le soir, il n'y a pas de souci parce que ben, elles sentent bien que, grosso modo, le monde s'arrête et que tout le monde dort. Mais la journée, c'est plus dur. Et donc, il y a plein d'options où, typiquement, maintenant qu'elles sont sorties de l'âge, on switch sur un temps calme en leur disant, regarde, je t'installe ton tapis, je te mets un petit tapis de sol, je te mets ta boîte à histoire, je te mets des livres, je te mets un ou deux coussins, tu te plonges dedans. Et en fait, du coup, ça les aide beaucoup. Ça les aide énormément et ça leur permet ensuite, derrière, de s'identifier comme ce temps de repos, voire ensuite d'aller reproposer en disant, est-ce que tu as envie de te mettre dans ton lit? Ouais. Donc, ouais. Et là, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se... L'aléatoire. Ok. Et du coup, dans cette expérience de parentalité que j'aurais envie de qualifier de riche, instructive, et en tout cas avec forcément des enfants différents, donc des adaptations différentes, le conseil que tu aurais aimé recevoir, tu vois, si tu as un truc, soit d'auto-coaching, soit à situation relativement similaire et égale, un truc, un message, tu vois, qu'est-ce que ce serait? Que tout passe. Ah, et tu sais quoi? 9 fois sur 10, on me répond ça. Ouais. Que tout passe. Et c'est vrai. Ouais. C'est vraiment vrai que chaque phase de difficulté va passer. Une méthode qui a fonctionné ne marchera peut-être plus dans 15 jours, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'en retrouvera pas une autre. Et que le premier conseil, c'est vraiment tout passe. Et le deuxième conseil, parce qu'il y en a un autre, et ça c'est plus vraiment pour les mamans, c'est que la culpabilité, il faut vraiment se détacher de la culpabilité qu'on peut ressentir maternelle, de se dire qu'on devrait faire plus, qu'on devrait faire différemment, qu'on n'a pas bien compris les besoins de son enfant, qu'on n'a pas apporté la réponse, qu'on n'a pas fait suffisant, qu'on n'a pas été assez bien au top. Non. Et partout, tout le temps. Et partout, tout le temps. Ouais. Parce que c'est impossible. Et qu'en fait,
c'est la personne qu'on est en tant que maman. Mais je me l'autodis à moi-même encore aujourd'hui. Ouais. La personne qu'on est en tant que maman, avec nos forces, nos faiblesses, ce qu'on leur rapporte, ce qu'on leur apprend de ses forces et de ses faiblesses, c'est ça qui fait qu'on est une bonne maman, dans un sens comme dans l'autre. Carrément. Mais ça, ça, moi, je me le dis, mais je me le dis. Faites ce que je dis, est-ce que je dis. Voilà, c'est écouter ce que je dis et puis on va s'en convaincre ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Ok. mais ouais. Trop bien. Merci Adeline pour Avec toute cette plaisir. histoire et tout ça. Et merci Choisir ma crèche de l'invitation. Merci Choisir ma crèche. Écoute, il y aura effectivement un deuxième temps d'échange un tout petit peu différent sur le format table ronde. Donc on vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. Tout à fait. En tout cas, merci tout plein. Et puis à une prochaine. À une prochaine et rendez-vous au prochain épisode. Ouais. Yes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode d'Adeline. J'espère qu'il vous a plu. Je la remercie encore évidemment très chaleureusement d'être venue à mon micro. Enfin, c'est moi qui y suis allée, on l'aura compris. Mais en tout cas de m'avoir permis de dérouler son histoire. Je vous remercie, vous aussi, chaleureusement pour votre écoute, votre soutien, votre présence. Et n'oubliez pas que finalement la meilleure manière de soutenir ce podcast qui, je le rappelle, est autoproduit, c'est d'en parler, de le partager, de le commenter, de mettre des petites étoiles, de vous abonner, bref, de montrer votre intérêt. Et puis voilà, sans transition, je vous dis à la semaine prochaine pour le coup, pour la suite des aventures de cette collaboration avec Choisir ma crèche, puisque la semaine prochaine, on organise un format un petit peu spécial qui est un format table ronde pour parler justement du sommeil en crèche. Merci encore et à la semaine prochaine.